soir dans ce journal, le gouvernement qui veut en finir avec le trou de la sécurité sociale. Et c'est d'ailleurs ce qu'a rappelé le Premier ministre dans son discours. Je vous propose de l'écouter. Les pensions, le chômage, les jeunes, les vieux, les malades, tout cela coûte beaucoup trop cher. Nous devons faire des économies. Le trou de la sécurité sociale, ça suffit. Mais enfin, mais qu'est-ce qu'ils peuvent nous bassiner avec la sécurité sociale? Si ça coûte si cher et qu'on en finisse avec ce branle d'assisté. Comment ça, la sécurité sociale, un drôle d'assisté? Dis donc, ma petite Louise, faudrait voir à pas raconter trop de couillonnade, hein? Mais qui est là? Approche, ma chérie, n'aie pas peur. Non, mais c'est pas possible, tu parles. Et pas qu'un peu qu'elle cause. C'est pas l'au-delà qui lui a mis la bavarde en veilleuse, tu sais. L'écoute pas. Viens ici, je te dis. Regarde là, c'est moi. J'avais 10 ans et je triais le charbon avec ma mère. Hop, et si on était malade, on perdait notre salaire. Et sans salaire, pas de pain, pas de médecin. Et quand je suis tombée enceinte de ta mère, j'ai dû travailler jusqu'à ce que je perde les os. T'imagines? Et après l'accouchement, hop, retour à l'usine. Moi aussi, je bossais à l'usine, 50 heures par semaine. Le jour où la machine m'a broyé le bras, on m'a foutu dehors direct. Pas de bras, pas de chocolat. Et l'hôpital, ça m'a coûté un pont. J'avais personne pour m'aider. Ouais, mais bon, Germinal, c'est fini, hein. Faut pas exagérer. C'est quoi le rapport avec moi? Le rapport avec toi? Mais c'est ta qualité de vie, tes droits, tes soins de santé remboursés, tes congés payés, ta pension quand tu seras vieille. Tu crois que c'est tombé du ciel? Mais qu'est-ce qu'on vous a appris à l'école, Godferdom? Ben, fais un effort, Louise, ou Nénène va péter un câble. Allez, écoute-moi. Quand on avait ton âge, on était un peu dans la même galère que vous. La crise, les usines qui ferment, le chômage, la misère, les inégalités sociales. Alors on a fait grève en 1936. On voulait la semaine des 40 heures et la sécurité sociale. Pour toi, c'est normal tout ça. Mais nous, on a dû aller l'arracher avec les dents, tu sais. Avec les dents? Oui, ma chère, avec les dents. En Belgique, en France, on était des millions dans la rue à faire grève. À l'époque aussi, on nous disait « Vous êtes fous, il n'y a pas d'argent pour vos 40 heures semaine. » Mais à la fin, c'est nous qu'on a gagné. Et c'est grâce à ça qu'on a pu créer la sécurité sociale en 1944, à la fin de la guerre. La Sécu, c'est un système génial. Nous, on met une partie de notre salaire brut dans un pot commun. Les patrons versent aussi une autre partie de notre salaire dans ce pot commun. On appelle ça les cotisations sociales. Tu vois ce que c'est ou pas? Plus ou moins. Et puis l'État aussi met des sous dans le pot commun. Une partie de nos impôts, quoi. Résultat, on dispose tous d'une protection contre le chômage, les maladies, les accidents de la vie. C'est ça, la sécurité sociale. Ouais, mais il y en a qui profitent du système. Et moi, je veux pas payer pour eux. C'est quand même un peu l'arnaque, hein? Mais qu'est arnaque? Comme assurance, la Sécu, y a pas mieux, y a pas plus juste. Les assurances privées à côté de ça, c'est du pipi de chat. Écoute, aujourd'hui, t'as un boulot, hein? T'es en bonne santé. Mais si tu le perds demain, ton job, ou que tu tombes malade, hein? Tu crois vraiment que ça n'arrive qu'aux autres? Moi, je vais te dire où elle est, l'arnaque. Aujourd'hui, certains patrons ne veulent plus jouer le jeu. Ce qu'ils veulent, c'est se garder une partie du pot commun. Soi-disant pour créer de l'emploi. Ah, tu parles, Charles. Chaque année, ça fait 10 milliards en moins pour la Sécu. Et ça, c'est un trou. Touche pas au Grisby! Salope. La solidarité, ils s'en foutent. Si on les laisse faire, ils vont tout privatiser et tout casser. Ah bon? Mais pourquoi? Bah, pour mieux te vendre des assurances privées, hein, mon enfant. Mais... allez, dégage. La Sécu, c'est notre bien commun. Un patrimoine pour lequel on s'est battu et qu'on vous a confié. Prenez-en soin. Louise râle parce qu'elle cotise pour les autres. Elle oublie un peu vite que la sécurité sociale prend soin d'elle et de sa famille tout au long de sa vie. Accouchement, vaccin, crèche, allocation familiale, lunettes, remboursement des soins de santé, congés payés, pension, etc. Tout ça lui coûterait cher. Très cher, sans la sécurité sociale. Aux États-Unis, ça lui coûterait 10 fois plus cher qu'ici. La Sécu, c'est notre ange gardien. Solidaire, efficace, financé par tous pour tous. Un pour tous, tous pour un. Pas touche à la sécurité sociale. Quand même seulement de survivre. Mais la richesse, cette richesse-là,
c'est aussi le produit d'un certain nombre de conquêtes sociales. Cela nous ramène quelques décennies en arrière à une situation marquée par de grandes mobilisations, une période qui semble lointaine, mais dont le cœur était toujours bien présent. Je vous propose maintenant de regarder ça en images dans un court sujet que nous avons préparé. En 1945, la France est victorieuse, mais elle n'en sort pas moins exsangue de la Seconde Guerre mondiale. Toutes ses infrastructures sont détruites. 115 gares, 4000 wagons, les voies ferrées, les réseaux de communication, 8000 ponts, les principaux ports, une grande partie de la France est en ruine. Alors que les caisses sont vides, il faut lancer d'urgence un vaste programme de reconstruction nationale. Le général de Gaulle s'y attelle personnellement. Il en appelle à l'union de la patrie retrouvée, et du nord au sud, de l'est à l'ouest, il sillonne le pays en vantant le sens du sacrifice et de l'effort. En une année, le peuple français entame la reconstruction. Des expériences font tache d'huile, comme celle des usines Berlier que les salariés décident de diriger eux-mêmes après l'arrestation de leur patron qui avait collaboré avec les Allemands. Cette expérience, comme bien d'autres du même genre, donne des idées. En 1947, les usines Renault toussent et c'est toute la France qui s'enrhume. La grève se répand, tout le territoire est touché, les mines, les transports, les écoles, les grands magasins, jusqu'aux policiers dont l'arrêt de travail crée une véritable pagaille. Dénonçant des salaires trop faibles et des impôts trop lourds, des centaines de milliers de Français s'insurgent. Leur révolte, qui frise la Révolution, accélère l'application du pacte social élaboré par le Conseil national de la résistance. Se retrouvent au cœur de l'effort de reconstruction nationale la question du travail, celle des nationalisations, des retraites, des salaires, de la santé aussi, avec la création de la sécurité sociale. Et jusqu'à aujourd'hui, la répartition des richesses, la propriété des moyens de production et les conditions de vie resteront au centre des préoccupations populaires. Jean-Claude Delgenne, comme je l'ai expliqué, vous êtes un bon connaisseur de la réalité sociale, politique, économique d'aujourd'hui et d'hier. Les images qu'on vient de voir nous ramènent au siècle dernier et semblent très datées. Mais est-ce que les enjeux que nous avons rencontrés dans ce reportage, eux, sont très datés? En réalité, la sécurité sociale, les salaires, les retraites, les services publics, est-ce que tout ça est dépassé ou est-ce que c'est toujours une brûlante actualité? La question fondamentale, c'est celle du progrès social. Est-ce que le progrès social est derrière nous ou est-ce qu'il est devant nous? Donc on peut considérer que depuis la guerre, deux grandes phases se sont en fait instaurées. La première phase, c'est celle de l'après-guerre, avec un capitalisme industriel dû aux besoins de la reconstruction du pays, qui va en fait tirer des droits sociaux, qui vont permettre de consolider les droits à la retraite, le droit à la protection sociale, à la prévoyance. Et puis depuis les années 70, avec l'apparition de ce qu'on appelle la crise et je dirais, de thèses nouvelles comme le néolibéralisme, l'effritement de ce modèle avec la montée du précariat qui n'est pas simplement, je dirais, un statut, mais qui est aussi un processus. Voilà, donc on est dans une situation aujourd'hui où les deux mondes coexistent, mais où se pose la question de l'incertitude sur l'avenir qui pèse beaucoup sur le moral des générations actuelles qui voient que leurs enfants n'auront pas forcément un avenir meilleur que le leur. Alors c'est intéressant parce que dans le sujet qu'on a vu, on a le sentiment que ce qui est obtenu, ça n'a pas été un cadeau, en fait. Ça a été acquis. Oui, on voit bien qu'après-guerre, il y a des grands mouvements qui se consolident, des mouvements sociaux, pour essayer de rendre plus viable le statut de salariat. Jusqu'à la Révolution de 89 et même après, le statut de salarié était un statut qui était peu envié. Et avec ces grands mouvements, avec la consolidation de ces droits sociaux, le statut de salarié va devenir enviable. Et aujourd'hui, il est très envié, puisqu'on a beaucoup de gens qui sont malheureusement en chômage de masse depuis de nombreuses années et qui cherchent à intégrer le monde du travail, parce que le travail, c'est ce qui nous permet d'être ensemble, d'avoir une identité professionnelle, mais aussi un revenu, c'est ce qui nous permet d'être avec les autres et de vivre normalement. Est-ce que tout ça, ça ne dégage pas, en fait, ce qu'on pourrait appeler une espèce de modèle de société? Parce que, quand on regarde bien, ce qui a été acquis, il a été par de grandes mobilisations, mais en même temps, ce qui aujourd'hui est remis en question, est remis en question par des forces sociales qui sont aussi agissantes. Donc, est-ce qu'il n'y a pas derrière des conceptions qui sont globalement différentes? Oui, il y a une dimension politique aujourd'hui qui est à l'œuvre. Et si on veut maintenir une société de semblables, comme disait Robert Castel, c'est-à-dire une société où quelque part, même si on n'est pas égaux, on a quand même un nombre de droits qui fait sens pour le collectif, il faut effectivement inventer de nouveaux droits, on en parlera peut-être dans cette émission,
pour garantir aux salariés, pour garantir, je dirais, aux citoyens français, quelque part un devenir. Droit à la formation, droit à la prise en charge, par exemple, par rapport aux nouveaux risques qui pèsent en raison des pathologies psychiques liées au travail, droit... Alors peut-être que nos amis politiques pourront y répondre. Droit aussi, quelque part, à la médiation due à la conflictualité. Enfin, il y a énormément de choses à investir, voire peut-être à revoir le statut même de la protection sociale qui devrait plutôt s'attacher, d'après moi, à la personne, comme le propose Alain Supiot, plutôt qu'au statut, et avancer vers une garantie de droits qui permettront à l'individu de ne pas être exclu. À 60 ans, le travail, c'est plus forcément la santé. Je ne suis jamais malade, moi, j'ai pas les moyens. Des enfants, non merci. Ça coûte trop cher et je pourrais plus travailler. Des médicaments. Il faut un prix pour les étudiants? Un toit sur la tête, ça serait pas du luxe. Aujourd'hui, on ne peut plus admettre d'être livré à soi-même face aux risques de la vie. Pouvoir prendre sa retraite à temps. Disposer d'aides financières face aux charges familiales. De l'assurance chômage quand on est privé de travail. Des minima sociaux quand on n'a plus d'assurance chômage. Et de soins quand on ne va pas bien. C'est ça, la protection sociale. Elle désigne en fait l'ensemble des dispositifs qui permettent à chacun de faire face aux risques majeurs de l'existence et à leurs conséquences financières. Ces dispositifs sont basés sur la solidarité entre salariés et retraités, entre malades et bien portants, entre avec et sans emploi, entre avec ou sans charge de famille. Bref, à un moment donné, entre ceux qui sont exposés à ces risques et ceux qui n'y sont pas, ou pas encore exposés. C'est ainsi que tout au long de notre vie, nous sommes protégés, et nous sommes tous les acteurs de cette solidarité. Après tout, c'est normal, naturel. C'est une question de dignité humaine, de droit. C'est même dans la Constitution. Non, ce n'est ni normal ni naturel. Il a fallu lutter pour obtenir ces droits et ces moyens d'être protégés. Lutter et résister. Car c'est de la résistance que nous vient le pôle dominant de notre système de protection sociale. Nous sommes presque au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en France, dans un pays ruiné par 4 années d'occupation. Et c'est pourtant de ces ruines que surgira la sécurité sociale. Qu'est-ce qui change exactement? Le programme du Conseil national de la résistance propose alors un plan complet visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail. Il prévoit également une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours. Ah ben c'est pas trop tôt. C'est ça le grand changement. Un système de couverture sociale qui va s'étendre à l'ensemble de la population, basé sur une vraie solidarité collective et géré avec la participation des salariés. Mais depuis quelques décennies, machine arrière. Alors évidemment, une question s'impose. Pourquoi aujourd'hui, alors que la France est bien plus riche qu'elle ne l'était au sortir de la Seconde Guerre mondiale, n'est-elle plus capable d'assurer un même niveau de protection sociale, voire de l'améliorer? Mais parce que c'est la crise.
la crise est plus souvent un alibi qu'une cause. Hier comme aujourd'hui, les voix des détenteurs des pouvoirs économiques et financiers n'ont jamais manqué pour décrier les avancées sociales, agiter les menaces qu'elles représenteraient sur notre économie, et surtout sur leurs profits. Pourtant, ce qui était dénoncé hier comme impossible, irresponsable et dangereux, a non seulement pu être mis en place par un rapport de force, mais a constitué une source de richesse pour l'ensemble de la société. Car si la protection sociale est le meilleur rempart à la peur des lendemains, elle est aussi un moyen de réduire les inégalités et de garantir la cohésion sociale. Chacun contribue selon ses moyens et reçoit suivant ses besoins. Et comme elle assure le maintien du pouvoir d'achat de chacun face aux aléas de la vie, elle participe également à la croissance économique. Au final, la protection sociale est donc tout autant nécessaire à la bonne santé de l'individu qu'à celle du pays. Alors pourquoi ces discours qui assimilent les cotisations sociales à un coût ou à une charge pour les entreprises? En fait, les cotisations sociales ne pèsent pas tant sur la compétitivité des entreprises que sur le niveau de leurs profits, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. N'oublions pas que l'ensemble des cotisations consacrées à la sécurité sociale est le fruit du travail. Ah bon, et les charges patronales alors? Qu'elles soient patronales ou salariales, toutes les cotisations sociales désignent ce qu'on appelle le salaire socialisé, c'est-à-dire la part de notre rémunération qui est mise au pot commun pour que n'importe lequel d'entre nous puisse être protégé. Le problème aujourd'hui, c'est la baisse de cette contribution. En cause le chômage qui fait diminuer le nombre des cotisants, les bas salaires et les exonérations de cotisations patronales. Pour compenser cette baisse des recettes, les impôts sur les ménages prennent le relais et payent à la place des entreprises. Faute de quoi, les prestations sociales disparaissent. Dans l'un ou l'autre cas, le pouvoir d'achat des ménages diminue. Et là, pour eux, c'est vraiment la crise. Notre protection sociale et son financement doivent donc continuer à être liés au travail. C'est le travail qui est créateur de richesses. Et la protection sociale fait partie de ces richesses. C'est pourquoi son financement et son amélioration ne peuvent faire l'économie d'une politique de lutte contre le chômage et d'amélioration des salaires. On ne peut pas, c'est la crise. Non seulement on peut, mais face à cette crise, la protection sociale fait partie des solutions. L'améliorer, c'est redonner de la dignité humaine, mais c'est aussi faire avancer d'un même pas le progrès économique et social. C'est un choix de société, une question de rapport de force pour une meilleure répartition des richesses. La protection sociale, c'est notre argent. C'est un investissement pour notre avenir. Et notre avenir, c'est à nous d'en décider. Aujourd'hui, on tente de nous persuader que notre système de sécurité sociale n'est plus viable en l'état. Manque de cotisations, dépenses excessives, vieillissement de la population. Il faudrait renoncer à garantir une place à tous dans la société, passer par des assurances privées pour être protégés et oublier le vivre ensemble. Après la Libération, le Conseil national de la résistance créa la sécurité sociale. Elle est la garantie donnée à chacun qu'en toutes circonstances, il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille, dans des conditions décentes, par un financement solidaire fondé sur le travail ou les richesses produites par le travail. Dans un contexte de plus en plus incertain, nous avons plus que jamais besoin de la sécurité sociale. Pourquoi? Elle est en danger? Pire, elle serait trouée. Enfin, on parle de trou pour indiquer un manque de recettes par rapport aux dépenses. C'est une image. Ah bon? Mais qui creuse le trou? Ceux qui réclament et obtiennent des exonérations de cotisations sociales, qui refusent de reconnaître certaines maladies professionnelles et obligent la Sécu à payer à leur place. Ceux qui nous culpabilisent de vouloir vieillir en bonne santé, mais qui nous refusent la retraite à 60 ans. Mais c'est du vol! Oui, des milliards d'euros sont ainsi dérobés chaque année à la sécurité sociale.
Depuis 1945, l'économie s'est mondialisée et les dividendes des actionnaires continuent de progresser tout en échappant à la solidarité nationale. Ces dividendes sont versés au détriment des salaires, de l'emploi, de l'investissement et donc pénalisent notre capacité à financer la sécurité sociale. Mais la première sécurité sociale, c'est d'avoir du travail, et du travail mieux rémunéré. Le pacte de responsabilité, signé entre le gouvernement et le MEDEF, va agrandir encore le trou de la Sécu. Arrêtons le gâchis, faisons le choix de l'avenir. La sécurité sociale, c'est vital. La Sécu, c'est vous, c'est nous. La sécurité sociale, qu'est-ce que c'est? Au lendemain de la guerre, la France est en ruine. Une poignée de résistants érige le programme du Conseil national de la résistance intitulé « Les jours heureux ». Dans ce programme, Ambroise Croizat et Pierre Laroque élaborèrent un plan complet de sécurité sociale destiné à garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain et à couvrir les charges de maternité et les charges de famille qu'ils supportent. Aujourd'hui, la sécurité sociale assure les risques sociaux des citoyens par le versement de prestations. Dépenses de santé, prestations familiales, prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles, retraite, prise en charge de la dépendance. Les cotisations sociales constituent une partie du salaire. Qu'elle soit salariale ou patronale, cette part des salaires est socialisée, c'est-à-dire qu'elle est versée à un organisme de sécurité sociale qui la reverse directement sous forme de prestations sociales. Ce n'est pas un impôt, mais un prélèvement à la source de la production des richesses qui échappent au marché financier et au profit des actionnaires et donc à leur domination sociale. Baisser les cotisations sociales revient à baisser les salaires et à augmenter les profits. Augmenter les cotisations sociales revient à augmenter les salaires. Entendue au sens large, la sécurité sociale représente plus de 500 milliards d'euros de prestations sociales, soit 25% de la richesse nationale, 1,35 fois le budget de l'État, un tiers du revenu disponible des ménages. La sécurité sociale est un service public autonome et indépendant de l'État. Elle a été jusqu'en 1967 gérée par les travailleurs eux-mêmes au sein de conseils d'administration élus qui permettaient aux représentants des assurés sociaux d'orienter la politique sociale du pays. Ce principe est à reconquérir, car la sécurité sociale, c'est le salaire des travailleurs. La sécurité sociale doit être considérée comme le plus extraordinaire joyau social de notre pays. Or, depuis plusieurs décennies, la sécurité sociale fait l'objet d'une remise en cause de grande ampleur par les dirigeants politiques français. Depuis près de 50 ans, sous la pression du patronat, une succession de réformes défait méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance avec la réforme Jeannet en 1967, le plan Juppé en 1996, la réforme d'Oust-Blazy en 2004, la réforme Bachelot en 2009 et les réformes successives des retraites en 2003, 2010 et 2013. En 2008, la crise financière a servi de prétexte à un mouvement d'accélération de cette destruction de la sécurité sociale. Les dirigeants politiques français, mis sous pression par le patronat et l'idéologie néolibérale triomphante, poursuivent une dramatique politique d'austérité qui se traduit par une remise en cause de la cotisation sociale, au nom de la compétitivité et de la baisse du coût du travail, une réduction des prestations sociales, la mise sous tutelle complète de la sécurité sociale. L'objectif est clair, la financiarisation et la privatisation de la sécurité sociale. Les réformes des retraites entendent remplacer notre système de retraite par répartition en un régime de capitalisation. De même, les réformes de l'assurance maladie offrent progressivement aux sociétés d'assurance complémentaire le marché juteux de la santé de notre pays. Les réformateurs parlent du trou de la sécurité sociale afin de nous faire croire en la nécessité de la réformer. Pourtant, le trou de la sécurité sociale n'est qu'un mythe. Saviez-vous que le déficit de la sécurité sociale est 8 fois inférieur à celui de l'État ? Ce déficit est uniquement dû au tarissement de ses recettes sociales en raison du chômage de masse lié à l'impasse des politiques d'austérité. Les 10 milliards d'euros de déficit de la sécurité sociale doivent être mis en regard des 30 milliards d'euros d'exonération de cotisations patronales consentis chaque année sans impact sur la baisse du chômage. Des dizaines de milliards de dépenses liées au pacte de responsabilité
et au crédit d'impôt compétitivité emploi. Des 20 milliards d'évasion sociale liées au travail dissimulé et aux innombrables niches sociales.